Le groupe Johnson & Johnson traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire. Alors que ses activités pharmaceutiques et technologiques, quand je parle de technologie, c'est la partie medtech, affichent une santé robuste, une crise juridique et réputationnelle d'une ampleur exceptionnelle liée à son produit le plus emblématique, à savoir la poudre pour bébé, jette une ombre profonde sur sa performance et sème le doute chez les investisseurs. Ce n'est pas un nouveau problème, je le rappelle. C'est une situation qui perdure depuis plusieurs années aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une compagnie européenne qui est également impactée par cette situation-là. Je parle du talc ici. Et donc, la compagnie, j'oublie le nom, mais c'est une compagnie française qui est éligible à un PEA. Allez-y, regardez. Ou bien, donnez-nous les noms en commentaire si vous avez une information par rapport à ça. Donc, au cœur de la tourmente se trouve la célèbre poudre pour bébé Johnson, commercialisée depuis 1894. Des décennies de poursuites judiciaires culminent aujourd'hui avec plus de 58 000 dossiers accusant le talc d'avoir été contaminé par de l'amiante, provoquant des cancers des ovaires et des mésothéliums chez les utilisatrices. Le contentieux a atteint un point critique en 2021 lorsque G&G a été condamné à verser 2,2 milliards de dollars à 22 femmes, soit 100 millions par personne. Et je vous rassure, ne dites pas que les personnes en question ont gagné beaucoup d'argent, etc. Leur vie a été mise en danger. Il y a de grandes chances que parmi les 22 personnes condamnées qu'il y ait moins de survivants en date d'aujourd'hui parce que c'est généralement des personnes qui étaient malades. OK? Donc, face à l'avalanche de poursuites, l'entreprise a eu recours à une manœuvre juridique controversée, elle a créé une filiale pour y loger toutes les responsabilités liées au talc avant que celle-ci ne se déclare en faillite. C'était le but. On crée une filiale, on y loge toutes les responsabilités liées au talc. Donc, par exemple, on va spin-off la branche qui vend du talc dans cette entité-là, et cette entité-là, dépendamment des procès, va faire faillite. Il me semble que 3M a employé la même tactique. Vu que les compagnies pharmaceutiques, chimie, ce sont des entités qui ont toujours des procès. Je dis bien, je répète, pharmaceutique, chimie, même dans le segment de l'agriculture, surtout pour celles qui vendent ici c'est toujours de la chimie, mais c'est de la chimie spécialisée, il y a toujours des procès. C'est un problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces entreprises se négocient encore une fois à des niveaux de multiples très peu élevés. Beaucoup aujourd'hui parlent de Eli Lilly, Johnson, Novo Nordisk, etc. Ça ne veut pas forcément dire que Novo Nordisk mérite s'échanger à 25 fois les bénéfices. Il peut y avoir des procès en cours. Il y a toujours des procès en cours. Et très souvent, le marché a tendance à... surtout quand on cite des chiffres pareils, vu qu'on a payé près de 100 millions de dollars à chacune des personnes en 2021, le marché a tendance à faire 1 fois 1 égale 1. Ou bien 2 fois 2 égale 4. Ce qui signifie ici que, dans mon raisonnement, ça veut tout simplement dire que vu qu'on a donné 100 millions à 22 personnes et que présentement on a des procès avec près de 58 000 personnes, ça fait 100 millions par personne multiplié par 58, ça donne combien? Beaucoup. Je ne sais même pas combien ça fait. Mais ça fait beaucoup. Et donc, on va se dire que si Johnson & Johnson est condamné à payer ce genre de somme-là, elle n'a pas les moyens de le faire. Elle n'a pas les moyens de le faire. Ça va être compliqué. Mais comme on va le voir tantôt, je réserve ce commentaire-là en fin de vidéo, il faut toujours nuancer les choses. Donc, quand une entreprise est en procès et que vous la voyez commencer à vouloir spin-off certaines activités, comme avec 3M, je répète, on a fait plusieurs vidéos sur 3M pendant que tout allait mal, avant la résolution. Et j'ai toujours mentionné une chose, c'est que les procès donnent parfois des opportunités. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Parce que très souvent, le pessimisme ambiant fait à ce que les gens pensent que les entités en question vont avoir tendance à payer des milliards. On a avancé des centaines de milliards pour 3M. Allez-y, regardez combien est-ce qu'elle a payé. C'était la même chose avec AT&T, Verizon, notamment avec tout ce qui concerne ici les câbles avec du plomb. Faites souvent attention aux... À force de faire des vidéos sur YouTube, j'ai souvent tendance à me répéter, même si la répétition, c'est important, mais ça me gêne beaucoup quand on pose à peu près... c'est pas que ça me gêne, mais je me dis toujours que on ne retient juste pas.
Et quand je dis on retire juste pas, c'est une façon de dire ici que vous ne savez pas à peu près comment fonctionnent les secteurs d'activité. Et vous avez toujours la prétention de connaître comment est-ce que ça fonctionne. Il y a des secteurs d'activité qui méritent un multiple de valorisation bien précis, pour des raisons bien précises. OK? Dans les pharmaceutiques, c'est 15. En fait, je ne discute avec personne, c'est 15. Pour des raisons bien précises, qui peuvent avoir un lien avec les brevets, l'expiration des brevets, ou bien avec des procès en cours, ou avec même la compétition. Vous vous rappelez, on a fait une vidéo où on mentionnait ici que la compétition sur les médicaments concernant l'obésité va à peu près être basée sur les prix. Prenez toutes les vidéos que j'ai faites sur Eli Lilly ou bien sur Novo Nordisk, mettez-les ensemble. Allez-y regarder, je suis sûr et certain que j'ai mentionné la compétition basée sur les prix. Et donc aujourd'hui, quand on voit du J&J qui se négocie après à 15 fois les bénéfices, paraît être sous-évalué, mais il y a toujours des procès en cours. Tant que ce n'est pas résolu, le prix de l'action va avoir tendance à stagner. Je dis bien stagner. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir combien est-ce que ça va coûter. Et en réalité, personne n'en sait rien. Donc, si tu choisis prendre le risque d'investir sur J&J, c'est en termes de pondération dans ton portefeuille qu'il va falloir plutôt réfléchir. Parce que cette stratégie visant à contenir l'hémorragie financière a été rejetée par les tribunaux. Plus récemment, le 31 du mois de mars 2025, une nouvelle tentative de règlement global de 58 000 cas pour un montant de 9 milliards de dollars a également été écartée par la justice, ravivant les incertitudes. Au-delà des aspects financiers, le dossier revêt une dimension sociale et raciale particulièrement sensible. Parce qu'en réalité, J&J dit qu'elle n'était pas au courant de l'affaire. Mais en réalité, il y a des doutes. Pourquoi ? Des documents internes révélés lors des procès ont montré que J&J a, pendant des années, massivement ciblé les femmes noires dans ses campagnes de marketing pour le talc. Et attention, ne vous dites pas ici que parce que je suis noir, que grosso modo, j'aurai un biais négatif sur Johnson & Johnson. Non. Je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques. De manière générale. Parce qu'il y a ce genre de bêtises, j'aime ce genre de conneries, qu'il faut toujours s'attendre à ce genre de choses. OK ? Je n'aime pas. Mais ce n'est pas pour autant que je n'analyse pas ces entreprises-là. Ce n'est pas pour autant que je ne lis pas les rapports financiers. Ce n'est pas pour autant que je ne choisis pas que je n'investis pas dessus. Parce que tout dépend du prix qu'on me fixe, qu'on me propose. Donc, cette stratégie est d'autant plus questionnable que la controverse est amplifiée par les révélations d'une expérience financée par J&J dans les années 70, au cours de laquelle de l'amiante aurait été injecté à des prisonniers, majoritairement noirs, afin de comparer leur réaction cutanée à celle des prisonniers blancs. Vous imaginez ? C'est fou, hein ? Et elle n'est pas la seule, hein ? On en parle peut-être aujourd'hui, mais ils sont nombreux, les compagnies pharmaceutiques. Elles sont nombreuses, les compagnies pharmaceutiques, à faire ce genre de choses. Donc, en 2023, face à la polémique grandissante, comme je l'ai dit tantôt, c'est une situation qui perdure depuis très longtemps, J&J a définitivement remplacé le talc par de l'amidon de maïs dans la composition de sa poudre pour bébés vendue dans le monde entier. Imaginez que vous avez un enfant aujourd'hui, que vous vous rendez compte que vous avez utilisé vous avez utilisé du talc pendant la jeunesse de l'enfant, donc quand votre enfant était tout bébé. Vous imaginez la culpabilité aujourd'hui? Vous n'êtes pas coupable parce que, quand je dis culpabilité, ne vous sentez pas coupable parce qu'en réalité, le rôle du régulateur, c'est de vous informer. Le rôle des pharmaceutiques également, c'est la même chose. Mais ces pharmaceutiques privilégient généralement le revenu, les bénéfices, les marges, plutôt que la santé publique de manière générale à long terme. Et ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je déteste ce secteur d'activité. L'argent, c'est un peu comme le secteur de l'aérospatiale et la défense. Tous ceux qui vendent des armes, etc., je n'aime pas ça. Vous pouvez avoir les meilleures marges bénéficiaires qui soient, mais quand j'entends qu'une personne est morte, c'est aberrant pour moi, ça me dérange. Ça ne veut pas forcément dire que parce que j'investis sur une compagnie comme Mac et Son, qu'on n'a jamais tué personne. Non. Peut-être qu'un camion en traversant la rue a écrasé quelqu'un, ou bien l'entreprise a été laxiste pendant la crise des opioïdes. Elle a été condamnée d'ailleurs par rapport à ça. Donc, les compagnies pharmaceutiques, pour moi, c'est un no way.
Et ce n'est que mon avis. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire la même chose. Rappelez-vous d'une chose, sur la chaîne Top Invest, on investit avec conviction. D'accord? Vous choisissez de faire ce qui vous arrange en tant qu'investisseur. Tout ce que je raconte ici, c'est que du divertissement et ça me concerne uniquement moi parce que ça prend en considération mes biais. Je ne suis en aucun cas le guide de qui que ce soit. D'accord? Donc, pourtant, en dépit de cette tourmente qui monopolise l'attention, les activités opérationnelles de J&J affichent une résilience remarquable. Les résultats du premier trimestre, bien que modestes, sont solides avec des augmentations respectives de 2,4% pour les ventes et de 2,2% pour les bénéfices. Cette performance est d'autant plus notable qu'elle a été réalisée malgré le déclin des revenus du Stelara, un de ces médicaments phares qui fait face à la perte de son exclusivité. La progression du portefeuille de nouveaux produits est robuste avec notamment l'approbation du Tremfya dans le traitement de la maladie de Crohn et des données prometteuses pour le duo Rybrevant Lascluze dans le traitement du cancer du poumon. De plus, le groupe a initié les essais cliniques pour son système de chirurgie robotique Ottava, qui pourrait peut-être faire concurrence à ce que Intuitive Surgical vend, un vecteur de croissance important pour l'avenir. Fait notable, malgré l'anticipation de coûts plus élevés liés aux tarifs douaniers, Johnson & Johnson a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'année, signalant une grande confiance dans la force de son modèle d'affaires. Le cas de J&J est une illustration magistrale de la manière dont des risques juridiques et réputationnels, même s'ils sont ancrés dans un passé lointain, peuvent durablement affecter la valeur d'une entreprise, et ce, indépendamment de la solidité de ses fondamentaux opérationnels actuels. Il rappelle que les investisseurs, il rappelle pour les investisseurs, excusez-moi, parce que je fais cette vidéo en live, sans découpe ni quoi que ce soit, ok? Il rappelle que pour les investisseurs, l'analyse financière ne peut se départir d'une évaluation des risques extra-financiers et des questions d'éthique, surtout pharmaceutiques et tout ce qui concerne ici chimie. Donc, le marché a-t-il et c'est la question que je vous pose, le marché a-t-il surévalué le risque juridique, offrant une opportunité pour les investisseurs qui parient sur la résilience du groupe ou la décote actuelle du titre n'est-elle que le juste reflet d'une incertitude fondamentale qui ne pourra être résolue que par les tribunaux? C'est la question que je vous pose. Et vous pouvez me retourner cette question-là dimanche prochain, lors de notre live destiné uniquement aux stock pickers sérieux. Le lien vers le live en question est uniquement disponible dans le club. Le club étant ici un forum réservé aux abonnés de Top Invest qui veulent aller plus loin que les vidéos YouTube. OK? Donc, je vous ai toujours dit qu'une chose, le stock picking, c'est vraiment la lecture, le questionnement perpétuel. Vous avez du J&J. Le raisonnement de niveau 1 se limitera uniquement aux éléments quantitatifs. Mais les chiffres ne valent rien si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils sont à ce niveau, est-ce qu'ils vont continuer et quels sont les risques dans un avenir proche. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va se lever pour dire « Ah, J&J se négociait souvent à 25 fois les bénéfices, je paye 25 fois les bénéfices avec le risque actuel ?» C'est 15 fois les bénéfices. Et encore, ça reste un business prévisible, ce qui veut dire que les bénéfices attendus en 2025, il y a de fortes chances que ça se réalise. On me demande de payer en date d'aujourd'hui $12 et j'arrondis parce que certains veulent toujours la précision. Et je m'en fous de la précision. Je vais avoir le moins de tort possible. Entre $11,89 et $12, tant que ça reste des prévisions, pour moi, c'est le même chiffre. $12 par rapport aux $152 attendus, enfin, au prix actuel, je ne sais pas à combien c'est aujourd'hui, ça date du 24 du mois de juin 2025, c'est un rendement sur coût de 7,89%. Ceux qui recherchent avant tout le dividende, le dividende est en croissance de log, de machin truc, il n'est que de 3,42%. Son plafond de verre est à 7,89% selon les prévisions. Donc, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Maintenant, est-ce qu'elle rachète ses actions? Tant mieux. Je pourrais aller vérifier, mais ce n'est pas le but de la vidéo en date d'aujourd'hui parce que j'aimerais vous encourager à lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, aller au-delà des chiffres actuels. Surtout,
Parce que en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences calls, vous pouvez avoir un avis différent des chiffres qu'on vous propose en date d'aujourd'hui. Vous voyez les chiffres de J&J? Ils sont beaux, mignons, margeux, etc. C'est beau. Mais les risques sont là. Êtes-vous prêt à assumer ces risques? Encore une fois, pour moi, je ne dépasserai pas 1% de mon capital sur J&J. Pourquoi? Parce que je pense que, de manière générale, J&J ne fera pas faillite. Et je peux me tromper, c'est la raison pour laquelle je préfère être prudent au niveau de la pondération. OK? Ne fera pas faillite parce que ça reste une unité de recherche indispensable pour les États-Unis. Donc, mon target price en année N plus 3, disons, est aux alentours de $178. Mais attention, ça c'est sans la dette. Avec la dette, ça donne combien? 178 moins la dette nette. $5 de dette nette, est-ce que ça vaut la peine de le mentionner? Surtout parce qu'on peut rembourser la dette nette ici en moins d'un an. Je mettrai ici 168 dans ma watchlist. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Donc, on va directement dans le segment Healthcare. Voilà. On cherche J&J ici. Et nous avions, la dernière fois qu'on a fait une mise à jour sur cette chaîne, sur cette compagnie, on était à 175. Aujourd'hui, c'est 178. On peut le voir ici. Avant, c'était 175. Je vais mettre 178 en date d'aujourd'hui. Voilà, je pourrais même plus laisser 175, ça ne change pas grand-chose. Ça marque ici que l'entreprise est sous-évaluée. Mais alors, êtes-vous prêt à accepter le risque en question? C'est la grosse question. Le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, dimanche prochain, pour ceux qui ont des questions par rapport au stock picking, rejoignez-nous dans le club. Cliquez sur le lien concernant le prochain live et je pourrai répondre à toutes vos questions liées au stock picking. Moi, je ne parle pas d'ETF, etc. parce que je n'en fais pas du tout. Je dis toujours une chose, si vous ne connaissez pas, si vous savez pas, si vous avez des doutes par rapport aux investissements, etc., si vous ne voulez pas faire du stock picking, achetez des ETF et restez tranquille. Ceux qui ont choisi de faire du stock picking, faites-le sérieusement. D'accord? Parce que l'argent, si vous perdez... Enfin, techniquement, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais perdre d'argent, même si vous êtes le meilleur investisseur au monde. Mais c'est encore mieux de savoir pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent. Bref, tous les liens sont en description de la vidéo. Tout ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Je me réserve royalement le droit de me tromper. J'ai lu mes rapports financiers, j'ai écouté mes conférences calls. Je vous présente mon avis. Et si vous voulez investir chez J&J, allez vous-même faire le même travail. D'accord? Si vous avez des questions, on se retrouve sur le prochain live dimanche prochain. Tous les liens sont en description de la vidéo. Pour moi, J&J, je la garde dans ma watchlist. D'accord? Et comme je l'ai dit tantôt, cette watchlist-là me ressemble. Même si je ne prévois pas investir dans un avenir proche sur J&J, ça reste une entreprise intéressante à suivre. Du point de même si c'est intellectuel, il y a toujours des choses à apprendre. OK? Parce que je sais que les craintes actuelles vont avoir tendance à être résolues. Je ne pense pas que l'entreprise puisse faire faillite. Et je peux me tromper, mais pour le moment, ce n'est que mon avis. Et si je choisis d'y investir, c'est en pondération. Je vais avoir tendance à réguler la pondération que je vais allouer à une entité comme J&J dans mon portefeuille. Ce n'est que mon avis et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.